Alors bonjour à tous, dernière présentation. L'idée c'est de comprendre finalement si on peut concilier plaisir et santé. Je vais juste resituer quelques éléments du contexte de cette étude, quelques éléments qui ont été largement débattus, expliqués, illustrés aujourd'hui. Donc je ne vais pas trop insister, on est dans une situation de surabondance de l'offre alimentaire, vous le savez tous, ce n'est pas un scoop, mais cette surabondance va impacter le rapport du mangeur à notre alimentation. L'environnement du mangeur est en pleine mutation, vous l'avez constaté. Les sociologues vont décrire différents phénomènes qui vont participer à cette mutation. Il y a la médicalisation, ce que l'on appelle la nutritionnalisation excessive de l'acte alimentaire, avec une place exagérée à la fonction nutritionnelle de l'acte de manger au détriment des autres fonctions hédonistes, sociales, de transmission intergénérationnelle, etc. Et tout ça a pour effet de générer finalement un conflit dans l'esprit du consommateur, largement relayé dans la presse, un conflit entre la nutrition aux prétentions hégémoniques et les autres fonctions impossibles à satisfaire, donc beaucoup de culpabilisation et finalement d'inhibition de l'action. Le deuxième phénomène, c'est celui de la cacophonie nutritionnelle, avec la coexistence d'injonctions souvent contradictoires et la perte de repères dans l'esprit du consommateur qui a du mal finalement à distinguer le vrai du faux parmi tous les messages qui sont véhiculés, notamment dans les blogs d'experts autoproclamés. Et puis un autre phénomène que l'on peut citer, c'est celui de l'industrialisation de l'alimentation qui va éloigner le mangeur et le manger, avec pour conséquence une augmentation de l'incertitude. Donc on est dans un environnement, évidemment il y a d'autres phénomènes qui participent à tout cela, mais voilà, ces quelques points illustrent le caractère relativement anxiogène de notre environnement alimentaire. Et pourtant, quand on regarde en France, la plupart des études montrent que le repas fait de la résistance. Ça demeure une institution rituelle, très structurée, qui va socialiser et légitimer le plaisir alimentaire, comme l'ont montré les sociologues, mais qui va également favoriser la transmission du goût et de l'hédonicité, du plaisir, comme on a pu notamment le montrer dans nos études au sein de notre équipe. Et dans ce contexte, il n'est pas étonnant de constater que le repas gastronomique à la française, avec ses rituels, sa présentation, est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Finalement, avons-nous raison de valoriser et de défendre les valeurs autour du repas ? Pour cela, il y a des chercheurs qui ont montré notamment, qui ont essayé de répondre à cette question en comparant les attitudes des mangeurs envers l'alimentation dans différentes cultures. Par exemple, la culture américaine, qui a un concept du repas, on va dire, plutôt versatile, plutôt fragile, et puis la culture française qui défend la tradition du manger à table. Et cet auteur va proposer différents types de tâches. Par exemple, il va proposer à ses consommateurs de choisir parmi 3 aliments, pain, pâte, sauce, c'est un exemple, les 2 qui vont le mieux ensemble. Et alors les Américains, ils vont dire que finalement, excusez-moi, l'animation ne marche pas très bien, les Américains vont choisir d'associer le pain avec les pâtes, c'est-à-dire de mettre ensemble les aliments qui vont partager les mêmes propriétés nutritionnelles, ce sont des féculents, alors que les Français vont mettre évidemment les pâtes avec la sauce. En parler alors qu'on est mort de faim, là, ça met l'eau à la bouche. Donc en somme, on a finalement d'un côté les attitudes rationnelles qui vont valoriser la santé, la nutrition, qui vont être portées par les consommateurs plutôt américains, et au contraire les Français qui vont plutôt privilégier des attitudes hédoniques valorisant le plaisir, le goût et la transmission. Et pourtant, dans ce contexte, paradoxalement, la prévalence de l'obésité ou des maladies cardiovasculaires est beaucoup plus faible en France. C'est le French paradoxe décrit par les sociologues. Et donc l'hypothèse qui va être défendue, c'est celle selon laquelle finalement le plaisir alimentaire serait protecteur. Ça, c'est chez l'adulte. Allons voir maintenant ce qui se passe chez l'enfant. Comment fait-on pour valoriser les choix alimentaires sains chez l'enfant ? Eh bien, quand on regarde finalement les stratégies qui vont être mises en place, notamment au niveau des politiques de santé publique, c'est essentiellement l'établissement de recommandations nutritionnelles et sanitaires qui vont être valorisées. En particulier, l'objectif sera de donner des informations et des connaissances d'ordre nutritionnel pour essayer de guider les enfants vers les meilleurs choix. En fait, le problème, c'est que des différentes études ont été réalisées et montrent que ça améliore les connaissances nutritionnelles des enfants, mais ça ne modifie pas, in fine, leur comportement. Voire même certaines études récentes, notamment l'étude, par exemple, de Meymaran et Fischbach,
ont montré qu'elles pouvaient avoir des effets contre-productifs, ces recommandations, notamment le fait qu'un aliment soit assorti d'un message « c'est bon pour la santé » eh bien, était moins choisi, moins consommé, mais également moins apprécié que ce même aliment lorsqu'il n'était pas assorti d'un message sanitaire. Donc l'hypothèse et l'explication donnée par les auteurs, c'est que finalement le fait que ce message soit associé à cet aliment, l'enfant, même très jeune, dès 3-4 ans, va inférer que si c'est bon pour ma santé, c'est que c'est pas bon au goût. Et donc, je ne vais pas le choisir, je ne vais pas l'apprécier. Et donc, comme le goût, et on en a largement parlé ce matin, c'est le principal moteur de nos choix alimentaires, et surtout, c'est encore plus vrai chez l'enfant, eh bien, on va passer à côté finalement du message. Donc, vous l'avez compris, dans ce contexte, on a finalement deux écoles qui vont s'affronter. On a d'abord les sophistes, on va dire, les interventions interventionnelles, nutritionnelles, selon lesquelles finalement ce seraient les attitudes nutritionnelles qui devraient favoriser les choix alimentaires les plus sains chez l'enfant. Mais d'après notamment les approches un petit peu plus épicuriennes, notamment interculturelles, qui font état, comme je l'ai présenté juste en amont, de conditions sanitaires plus favorables dans les pays valorisant le plaisir alimentaire, au contraire, ce sont les attitudes hédonistes qui seraient associées aux choix les plus favorables à la santé. Alors pour départager finalement ces deux écoles, nous avons conduit une étude chez l'enfant qui a été publiée donc, dans International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Elle comporte deux étapes. Une première étape vraiment très simple. On a convié des enfants âgés de 6 à 11 ans à un goûter. Ils devaient choisir 5 petites portions d'aliments parmi une offre de 20 propositions comportant 10 fruits et 10 gâteaux, enfin 10 petites portions de gâteaux ou de bonbons. Vous avez des exemples qui sont illustrés, voilà, des petits morceaux de banane, des petits Smarties, des petits morceaux de kiwi, etc. Et on a simplement comptabilisé le nombre de choix sains, donc qui pouvaient varier entre 0 et 5 pour chaque enfant. Et puis, dans un second temps, on a cherché à évaluer les profils attitudinaux, c'est-à-dire quelle était la dominance des attitudes, est-ce qu'elles étaient plutôt orientées plaisir ou plutôt orientées nutrition-santé. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur un test que j'ai développé, qui est le test MIAM, qui a été financé par le Fonds français pour l'alimentation et la santé. Il comprend 2 tâches. Une première tâche d'association implicite. On se retrouve un petit peu comme dans la situation que je décrivais tout à l'heure avec les consommateurs adultes, où on va proposer des triplets d'aliments. Par exemple ici, donc vous avez un petit morceau de poulet, un petit morceau de steak et puis des frites. Et l'enfant doit choisir parmi ces 3 propositions les 2 qui vont le mieux ensemble. Donc spontanément, il va pouvoir réaliser soit des associations de type plutôt nutritionnel, associer les aliments de la même catégorie alimentaire, ou plutôt correspondant à un script culinaire plutôt hédonique, donc une association hédonique, le steak qui se mange bien en général avec les frites, surtout chez l'enfant. On avait un deuxième jeu qui qui est une tâche de catégorisation explicite, où là, cette fois-ci, on va donner explicitement à l'enfant des critères pour catégoriser chacune des 48 images d'aliments qui vont être proposées, et on va lui demander si finalement cet aliment, ça donne des forces ou ça fait grossir, donc envisager cet aliment dans une démarche assez rationnelle, intégrant finalement les conséquences de notre alimentation sur la santé. Voilà, c'est les deux premières catégories. Ou au contraire, est-ce qu'il va plutôt privilégier une catégorisation plutôt hédonique en choisissant, c'est plutôt Miam ou Burke. Voilà, et on va juste comptabiliser le pourcentage d'association hédonique dans la tâche d'association et le pourcentage de catégorisation hédonique. Bon, c'est des chiffres, oubliez ça, c'est trop tard, et là, à 13h, on ne peut plus regarder ce genre de tableau. On va juste se concentrer sur finalement les chiffres. Ce que cette étude montre, très simplement, c'est que ce sont les enfants qui sont les plus favorables aux valeurs d'hédonicité, dont les attitudes sont les plus orientées, implicitement ou explicitement, vers le plaisir alimentaire, qui finalement choisissent le plus d'aliments sains sur le buffet. Là, je ne citerai qu'un seul chiffre, plus un aliment sain sur 5, c'est énorme, c'est significatif. En d'autres termes, ça signifie que ce sont les enfants qui présentent les profils attitudinaux les plus favorables au concept de santé ou de nutrition qui font les choix alimentaires les moins sains. En somme, ce que cette étude
amène à une remise en question de l'hypothèse selon laquelle le fait d'acquérir dès le plus jeune âge une conscience nutritionnelle, finalement, serait le garant d'une alimentation saine. Bien au contraire, c'est le plaisir qui peut servir de levier. Donc évidemment, je suis complètement enthousiaste de tout ce qui a pu être échangé au cours de cette matinée. Ce qu'il faut juste faire maintenant, c'est peut-être recentrer finalement sur la question de l'enfant. Et elle interroge cette étude plus directement la pertinence des messages de santé publique exclusivement basés sur des concepts nutritionnels pour orienter les choix de l'enfant vers des alternatives plus saines. Alors, finalement, comment ça marche ? Vous le savez, le plaisir, c'est un prérequis nécessaire à la consommation qui est lié à la satisfaction de nos besoins physiologiques. Mais au-delà de la seule satisfaction de ces besoins, ce plaisir est vraiment constitutif de l'acte alimentaire. Et c'est lui qui va permettre à l'enfant de se forger un répertoire adapté à ses besoins en éprouvant du plaisir à consommer des aliments riches indispensables à sa croissance. C'est aussi ce plaisir qui va lui permettre de construire sa palette alimentaire en apprenant à apprécier progressivement les aliments de sa culture par ce qu'on appelle l'exposition répétée ou tout simplement répétition des apprentissages. Et aussi, il y a des études, mais alors là, on revient chez l'adulte, qui montrent une prévalence plus faible de l'obésité chez les mangeurs les plus empreints de la notion de plaisir et de commensalité, c'est-à-dire de ce plaisir partagé. Donc, le plaisir ressenti, c'est le principal moteur des choix chez l'enfant. Donc, activons ce levier pour modifier ses choix, puisque les questions de santé, de nutrition arrivent bien après. Alors là, je ne vais pas redonner des chiffres, mais je peux vous assurer que ça ne vient vraiment pas spontanément chez l'enfant lorsqu'on l'interroge. Le risque en fait des approches qui vont valoriser essentiellement les questions de santé ou de nutrition, c'est d'accroître la dissonance entre d'une part nos attitudes spontanément hédoniques, orientées sur le goût, sur le plaisir, d'une part, et d'autre part, les attitudes plus explicites, plus rationnelles, qui vont être orientées plutôt santé et qui vont refléter finalement cette inculcation de cette nutritionnalisation de notre alimentation qui commence à arriver aussi en France. Donc, réconcilions plaisir et santé. Et commençons très tôt, directement chez l'enfant, parce que manger sain, c'est vraiment très bien, mais manger heureux, moi je crois que c'est vraiment mieux. Voilà, je vous remercie de votre attention.